Tu es prêt? Comment on se tient sur ton canapé? C'est très bizarre. Je suis content d'être là, mais c'est... Beaucoup de gens ont un problème avec ce canapé. Dom notamment. Je pense qu'il est... Oui, mais Dom a des problèmes avec tout, mais... Dom nous a fait une crise avec ce canapé. Mais Ah, tu veux la jouer tu vois, comme ça. Tu peux, hein, vas-y. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans... Claude Web Smooth. Alors qu'on ne sait toujours pas quelle drogue a été prise à notre insu pour l'émission du NIF, nous avions l'embarras du choix pour ce mois d'octobre explosif. Entre Denis Villeneuve qui confirme, James Wan qui annule et Alfonso Cuarón qui transforme votre ticket de cinéma en aller simple pour l'espace, l'actualité ciné s'avère encore brûlante en cette fin d'année exceptionnelle qui n'a toujours pas dit son dernier mot. Et tandis que bon nombre de Saint-Intouches ont au fait de s'extasier devant une palme d'or qu'on a déjà oubliée, on se dit chez Claude Web qu'il allait être encore difficile ce mois-ci de ne pas donner dans l'évidence. Mais ce serait mal de nous connaître, et comme on aime bien prendre le problème à l'envers quitte à se mettre des bâtons dans les roues, on va commencer par regarder en arrière. Oui, enfin pas là, parce que là ça sert absolument à rien. A nouveau, nous allons pouvoir nous la jouer antiquaire du 7ème art, puisque nos amis de chez Wildside nous donnent encore l'occasion de déterrer un film intéressant appelé d'un titre. Vous regrettez les polars bruts de décoffrage, avec des bandits au cœur de pierre, des femmes victimes du destin et des forces de l'ordre qui n'y peuvent rien? Alors réjouissez-vous, car avec la ressortie de The Outfit échec à l'organisation, nous allons pouvoir redécouvrir l'une des nombreuses adaptations de l'œuvre de Richard Stark. Décédé en 2008, l'auteur Donald Westlake, plus connu sous le pseudonyme de Richard Stark, a eu une influence non négligeable sur l'univers du polar, puisque les romans écrits sous son alter ego n'ont eu de cesse d'être adaptés à Hollywood. Et comment aurait-il pu en être autrement avec un personnage aussi emblématique que Parker? Bandit implacable et intransigeant qui ne manque jamais une occasion de se faire doubler pour mieux rendre la monnaie à ses ennemis, le personnage imaginé par Westlake a tout de l'archétype suffisamment travaillé et caractérisé pour être instantanément iconique et attachant. That's right. Un personnage qui laisse cependant une certaine marge pour l'interprétation, comme nous le prouve l'adaptation qui nous intéresse, réalisée par John Flynn en 1973. Le personnage de Parker, qui s'appelle ici McLean, y est campé par un Robert Duval qui a eu la malchance de braquer un établissement appartenant à la mafia. Une petite boulette qui va coûter la vie de son frère et le pousser dans une nouvelle vendetta expéditive, comme Parker sait si bien les faire. Instantanément, la comparaison avec les autres adaptations s'impose elle-même, et autant vous dire qu'on est plus proche d'un Point Break que de l'énorme bousin sorti cette année avec Jason Statham. Certes, The Outfit n'est pas non plus un jumeau du film de John Boorman, déjà parce qu'il commet une entorse au personnage en lui donnant une famille comme prétexte, là où celui-ci s'est toujours caractérisé par son côté loup solitaire. Excepté ce choix scénaristique contradictoire avec l'essence même du personnage, il y a dans le film de John Flynn un caractère désuet qui en fait sa force, ce long métrage des 70s, puisant dans tout ce qui faisait le charme des polars des années 40. Tout repose dans la manière avec laquelle il donne vie à cet univers, en y accordant une crédibilité en béton, ou comment les personnages principaux semblent faire leur basse besogne comme les ouvriers vont à la mine. Que ce soit dans la structure du récit ou dans le jeu des comédiens, il y a une sorte d'évidence dans les actions qui se déroulent de façon à ce que cette réalité devienne palpable. Le récit est ainsi rythmé assez lentement, chaque action ayant des conséquences qui prennent du temps à régler, ce que Flynn prend en considération, étant par exemple capable de passer plus de 10 minutes du film sur les péripéties des héros pour acheter une nouvelle voiture, quand en face, une série de braquages est passée en revue dans un montage plus rapide. Et c'est dans cette radicalité perdue, dans cette capacité à laisser respirer chaque plan pour suggérer ou mettre le spectateur dans l'incertitude, que The Outfit s'avère finalement en symbiose avec son sujet. Les fameuses 10 minutes pour acheter une voiture par exemple, c'est pas anodin. Quand on voit le truc, on se dit ok. Et d'un seul coup, tu regardes la scène et le mec te fait un western en plein milieu de son film, et tu te dis tiens, ça te dit quelque chose sur les personnages, ça pose une atmosphère, et surtout ça laisse le temps au récit de respirer. Et ça, mine de rien, c'est plutôt bien. Shut your face.
Bien évidemment, une construction aussi épurée et calme a de quoi déboussoler en 2013, de même que l'histoire donne dans un schéma usité jusqu'à la moelle qu'on a revu des dizaines de fois par la suite. Mais cet échec à l'organisation ne reste pas moins le vibrant témoin d'une époque où Hollywood n'était pas totalement à la merci des studios et où un film avec une star à l'affiche pouvait encore s'accorder à prendre son scénario à bras le corps, à en assumer la violence, la subversion et la noirceur, sans jamais donner dans la stylisation à 2 balles 50 façon Jason Statham et Jennifer Lopez. Non, parce que quand même, c'était vraiment nul. Le temps et surtout nos habitudes de spectateurs ne seront pas toujours tendres avec The Outfit, mais il n'en reste pas moins un polar assez singulier qui, l'air de rien, parvient à jouer assez habilement avec son héros et l'imagerie qu'il véhicule. Les plus curieux d'entre vous devraient largement s'en satisfaire, et ce dès le 30 octobre en DVD. Sinon, petite piqûre de rappel, on en a déjà parlé, mais quand même ça nous fait plaisir. Parker, ça a été aussi adapté en BD récemment par Darwin Cook, 3 tomes sont sortis chez Dargo, et si vous ne l'avez jamais lu, c'est de la balle. Want to come on inside and have a drink? No, thank you. You sure? We got time. No, thank you, ma'am. You got a problem? Lady, after a while, a fella learns things. Some women are trouble. Suit yourself. I'll always do. Dites-moi, ça vous dirait de faire une devinette? Ouais, c'est pas con ça. Tiens. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, je t'écoute. Ok, top chrono. J'ai été pendant un temps l'un des plus grands espoirs du cinéma de genre français, j'ai réussi à me faire connaître au monde entier en tournant aussi bien avec Bruce Willis que John Travolta et je suis désormais connu pour produire des navets à l'appel avec quasiment un seul scénario. Je suis... Luc Besson. Oui, bravo Luc Besson. Attends. Ne me dis pas qu'on va faire un film de Luc Besson. Oui, c'est ça, oui. Je te déteste. There was a time when I had it all. People would ask me, what was it like being untouchable? The question they really should have asked was, what happens when it's all over? Et oui mes braves, le prochain film qui nous intéresse, si on peut appeler ça comme ça, n'est rien d'autre que le retour d'un homme qui accapare toutes les attentions par ses délires, souvent bourré de bonnes intentions, il est vrai, mais dont le résultat, la plupart des temps, voilà. Son dernier fait d'armes s'appelle donc Malavita, pour lequel le bonhomme se fait pas moins que Michel Pfeiffer, Tommy Lee Jones et Robert fucking De Niro devant la caméra. Ouais, carrément. Véritable cas de figure dans le paysage bien morose du cinoche français, Luc Besson pourrait à vrai dire avoir toutes nos louanges dont le bonhomme s'évertue depuis des années à proposer un cinéma de divertissement à l'américaine, avec du budget, des stars et l'envie d'en donner pour son argent aux spectateurs. Comment pourrait-on lui reprocher ça, tant il est vrai qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire concurrence à nos Américains dans notre bon pays, qui a tout un folklore à explorer et à vendre sans trop de problèmes à l'étranger. La construction de la cité du cinéma allait dans ce sens, en souhaitant donner une plateforme de tournage solide à un pays déserté dans le domaine, tandis que nos amis anglais font tourner leur studio à plat régime pour des blockbusters et autres productions costauds. En clair, Besson a toujours souhaité rallier savoir-faire français et moyens américains, comme pour tourner la page sur une industrie qui n'a jamais vraiment su se remettre de la nouvelle vague. Seulement voilà, sa cité ne semble pas plaire aux productions étrangères pour des problèmes de conception, mais surtout, ces derniers films faisaient preuve d'une connerie et d'une vulgarité alarmante, comme en témoigne ce truc absolument atroce qui s'appelle Adèle Blanc-Sec. Et si vous ne l'avez pas vu, préservez-vous. Il y a des moments dans cette émission où il faut être honnête et non, à la base nous ne voulions pas vraiment parler de Malavita, mais les affres du calendrier et une préparation un petit peu hasardeuse nous ont poussé à vous parler de cette nouvelle bessonnerie. Pas rancunier pour dessous, le projet titillait quand même notre curiosité par son casting en béton armé, la présence de Martin Scorsese en tant que producteur exécutif s'il vous plaît, et le soutien de l'auteur du roman d'origine qui d'après les échos est plutôt sympa. Malavita n'a pourtant pas ménagé le suspense très longtemps, ni le public d'ailleurs, et dès l'apparition des titres de films parmi les plus hideux qu'on ait pu voir de mémoire de cinéphiles, la mécanique infernale était lancée pour nous assommer ces conneries égales à un puissant fond. How was the first day? Nothing.
special. Avec cette histoire de gangsters ricains obligés par le programme de protection des témoins de s'installer en Normandie, le scénario de Malavita souhaite jouer sur le décalage frappant entre une famille qui a connu la grande vie et qui se retrouve soudain larguée dans le trou du cul du pays de Caux, entre champs de vaches et voisins bouseux. Un contraste violent pour des citadins habitués à une vie à 1000 à l'heure, soudain confrontés au calme de la campagne, avec des activités plus simples et proches de la nature. Seulement ce penchant nouveau pour le terroir ne va pas être du goût de ces psychopathes en puissance, qui vont vite faire le remue-ménage dans le patelin, en attirant l'attention de ceux qui cherchent à les descendre. Véritable projet fantasme pour Luc Besson, qui peut faire son film à l'américaine tout en y injectant un folklore bien franchouillard. Malavita a l'occasion de donner, surtout dans un humour de bas étage, où on serait censé prendre en sympathie cette femme trop classe face à la faune locale. Et pourtant, on se demande sincèrement ce qu'il y a de drôle à voir Michelle Pfeiffer exploser une supérette sous prétexte que le caissier l'a regardé de travers quand elle lui a demandé du beurre de cacahuète. Ou encore, en quoi y a-t-il de l'humour dans le fait que Robert De Niro défonce un plombier à la batte de baseball parce que ce dernier a essayé de l'arnaquer. Le film repose intégralement sur ce décalage soi-disant rigolo, mais qui ne montre pourtant qu'une bande de tarés ultra bourrins et débiles qui explosent quiconque ne leur revient pas. Et pour les prendre en sympathie, encore faudrait-il que leur victime soit détestable. C'est là où Malavita devient absolument gerbant dans sa représentation de notre bien belle France. Hein? Qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas le plus fervent défenseur de notre cher pays, et cela me fait même plaisir de temps en temps de voir nos institutions nationales en prendre un coup sur la tronche. Après tout, ça fait jamais de mal. Mais alors là, on touche vraiment le fond quand la caricature est poussée à l'extrême. Vous voyez le cliché du bon vieux français avec sa baguette de pain, ses escargots et sa casquette, et bah Malavita en est pas loin. Les adolescents sont donc des puceaux pervers au visage truffé de boutons d'acné face à des enfants américains limite mannequins. Les voisins passent leur temps à espionner les nouveaux venus parce que les ragots semblent être l'unique passe-temps de leur existence. Et bien sûr, le français moyen est avide, malhonnête et ne peut pas s'empêcher de rabaisser les autres. C'est d'autant plus ridicule que, comme par hasard, tous les Français du film parlent un anglais absolument impeccable au beau milieu des années 90, alors qu'en 2013 encore, notre pays n'est pas vraiment reconnu pour ses qualités multilinguistiques. Where is Brian? Brian is in the umbrella. L'anglais, cette langue qu'on ne sait pas la parler. On a réellement l'impression que Besson a voulu prendre sa revanche sur son pays natal pour lui vomir sa haine et se réconforter dans les bras des Américains. Seulement voilà, une fois passés ces gags foireux, il ne reste à Malavita pas grand chose, si ce n'est une intrigue de gangsters rabâchée des dizaines de fois, avec une mise en scène plan-plan en mode automatique, à l'instar du jeu des comédiens. Malgré une scène postmoderne un peu rigolote, dans laquelle De Niro revient l'air de rien sur sa carrière tout en tirant les pompes à Scorsese, l'ensemble fait preuve de pachydermie totale et s'adhère assommant par son manque total de surprise ou d'idées, sans compter les nombreux points de scénario capillotractés. Comme tout est bien qui finit bien, le film s'est vautré aux US et on lui donne guère plus de succès en France quand on voit comment le cinéaste est considéré aujourd'hui par le grand public. Enfin moi je dis ça, l'Europacorp a quand même envoyé un communiqué de presse juste après le week-end de sortie aux États-Unis, disant que le film avait cartonné pour son premier week-end, sauf qu'ils ont juste oublié de préciser le nombre de salles sur lesquelles le film était sorti, qui était colossal, plus de 3000, et quand on divisait le chiffre au box-office par le nombre de salles, c'était absolument ridicule. Donc non, Malavita n'a pas marché aux États-Unis. Il aurait bien aimé, hein, mais... You know, if it's a money issue, we can work something out. Money doesn't solve everything. Bref, Malavita, c'est un petit peu comme des Américains bouffeurs de burgers qui tenteraient de faire une bouillabaisse en y mettant du camembert et des escargots parce que ça fait français. Vous en conviendrez, ça a l'air aussi indigeste que dégueulasse. Et si vous voulez vraiment voir un cinéaste français en osmose avec l'Amérique, on vous conseille plutôt le dernier Jean-Pierre Jeunet, qui a non seulement le mérite de ne pas prendre son public pour des cons, et s'avère en plus une assez jolie réussite. C'est là que vous vous dites pourquoi est-ce que je vous en ai pas parlé à la place, hein? Passengers, I belong to the front. You belong to the tail. Take your place. Now isn't the time. When is the time? Soon. On est dans la troisième partie de l'émission avec un invité de qualité. Il ressemble à Chris Evans, et le moins aussi fort que Chris Evans, c'est Emmanuel Pujol.
et un jeu. Bonjour Emmanuel. Salut Jean-Victor. Du site Hocus Focus, et avec toi on va parler d'un film un petit peu événement quand même. C'est pas le plus gros film du mois, mais pourtant il est très important cette année. Il s'agit de Snowpiercer. Première question, est-ce que tu peux déjà nous resituer un petit peu le parcours de Snowpiercer? Alors Snowpiercer, c'est une adaptation d'une BD française qui s'appelle Le Transpersonnage. Voilà, Jean-Victor, tu l'as même lu. Oui. Ouais. Et donc c'est adapté par Bong Joon-ho, qui est un sud-coréen. C'est son 5e film, son 4e qui sort en France, qu'il en avait fait un inédit encore ici. Et donc il a lu la BD qu'il a trouvée dans une petite boutique à Séoul par hasard en 2005. C'est ça. Et ça fait donc 8 ans qu'il voulait absolument l'adapter. Ça a pris beaucoup de temps parce que ça demandait beaucoup de budget et qu'il voulait pas le faire avec les Américains. Donc il l'a fait chez lui, en Corée, avec des moyens coréens, avec un casting international et produit par Park Chan-wook, Monsieur Oldboy et Monsieur Stalker récemment. Donc c'est une production sino avec des fonds européens, enfin c'est un petit peu une production internationale mais pas américaine, c'est pas du tout un produit hollywoodien, sachant que ça a coûté 40 millions parce que quand même cette histoire, faut quand même le rappeler, donc c'est une ère glaciaire en 2031 et donc le bastion de l'humanité est dans un train qui fait le tour de la planète, et évidemment si le train s'arrête, ils meurent tous de froid. Ça a l'air qu'on dit comme ça. Faut quand même le dire, parce qu'évidemment c'est en plus un système social, c'est-à-dire que les pauvres sont à l'arrière du train, les riches devant, etc. Moi ça me faisait un peu peur, je me disais on va peut-être tomber dans les travers d'un film à la Elysium, et pourtant c'est une réussite. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que Bong Joon-ho est un excellent réalisateur et un excellent faiseur d'images. Et donc il arrive à, sans 3D pour une fois en plus, à rendre concret l'espace du train et à dépasser toutes ses limites et finalement à dépasser même ses contradictions même, parce qu'on s'en fout un peu de la cohérence, il y a plein d'incohérences quand on y pense vraiment, mais finalement c'est qu'une métaphore et une allégorie de la société. Et donc le but c'est de passer de l'arrière du train, les pauvres, à la tête du train où il y a le chef du train, à travers comme différents niveaux de limite de FPS, de jeux vidéo. C'est un peu ça, oui, un peu ce niveau. Et à chaque fois on a le suspense de savoir quand la porte du wagon suivant s'ouvre ce qui va se passer, et à chaque fois il y a des scènes hallucinantes de mise en scène. Et en plus, il arrive à raconter une histoire en nous faisant nous intéresser au personnage principal, en nous faisant être vraiment en empathie avec eux, et ça c'est donc ces deux tours de force qui font que c'est une réussite. Tu t'es tellement intéressé à Chris Evans que d'ailleurs tu es devenu J'ai mis Chris Evans. Oui, maintenant depuis je mets des bonnets. Tu vis dans un train, tout à fait. etc. Et ouais, ce qui est assez fort en fait, c'est que déjà on prend complètement le parti pris du personnage et son point de vue. C'est-à-dire que jamais le film commence pas en nous montrant d'un côté les riches et de l'autre les pauvres. On est toujours autour de ce personnage-là et on découvre en fait le train avec lui. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la BD, il a vraiment ouvert l'univers, c'est-à-dire qu'en termes de background, c'est comme si vous preniez le premier Alien et l'évolution avec le deuxième, par rapport à la BD, Snowpiercer, le film, c'est ça, c'est qu'il a vraiment rajouté énormément de choses qui nous donnent à croire à cet univers. Évidemment, on voit pas tout, mais ce qu'on voit nous donne vraiment à croire en tout cas à ce train, c'est-à-dire qu'on le remet jamais en question, etc. Et donc la double force, tu l'as dit, en plus déjà c'est le casting international. C'est-à-dire qu'effectivement, on croit au fait que l'humanité entière se retrouve dans ce train, etc. Et qu'il y a un vrai propos social derrière. On peut le prendre au premier degré, mais c'est vrai qu'il y a plein de questionnements derrière, et pour une fois des questionnements pas trop cons, notamment sur certaines théories fumeuses parfois, qui moi m'agacent, je peux pas en parler sinon je spoil. Et il y a une vraie noirceur, je pense que les Weinstein ont acheté pour les États-Unis et ils veulent en couper 20 minutes. Enfin, ça n'est encore qu'une rumeur, mais ça m'étonne pas tellement, il y a des moments effectivement très noirs, très sombres, très cynique, et même ça pose une vraie question sur la survie de l'humanité et sur les choix à faire. Le film n'apporte pas foncièrement ou forcément de réponse, à chacun de se faire un avis. En tout cas, il y a une mérite de poser des vraies questions. Ouais, il y a une vraie réflexion philosophique et c'est chouette parce qu'on peut le prendre au premier degré comme un excellent film d'action et on peut aussi se poser des questions et en tout cas, il assène pas un message mais il se fait s'interroger, ouais. C'est-à-dire, contrairement justement à Elysium, il y a quelque chose derrière et c'est pas juste une enveloppe qui est un peu vide au final. Bah, Elysium, le vrai problème c'était un peu le pathos et la leçon de morale, tandis que là il n'y a pas de leçon de morale. Et ça, justement, c'est vraiment intéressant. Cette noirceur elle vient aussi de Park Chan-wook parce que c'est quand même quelqu'un qui a une palette, on va dire, de mise en scène assez large et qui est capable de... Vraiment, c'est un film transgenre, j'ai envie de dire, parce qu'un wagon peut représenter un genre, un autre wagon une autre ambiance, donc un autre genre. Et en fait, vraiment, on passe par des tonnes d'ambiance à travers ce wagon. Et donc tu l'as dit, il y a des passages où les portes s'ouvrent et on se retrouve d'un seul coup dans une espèce de film d'horreur hyper sordide et d'autres qui sont complètement délirants. Donc il y a vraiment toute une palette, moi je trouve, dans le train qui est propre à l'univers de la BD déjà, mais aussi au metteur en scène derrière, quoi. Et ouais, mais c'est aussi Bong Joon-ho qui avait fait 3 films très différents avant, puisqu'il avait fait d'abord Memories of Murder, qui est un thriller hyper efficace, hyper sombre. Il avait fait Madoc, qui est aussi un thriller, mais sur une figure féminine, sur la mer, et il avait fait The Host, qui est un film de monstre. Donc il avait fait plein de choses différentes et ça se retrouve là-dedans dans cette maîtrise de plein d'univers différents. Il semble jamais perdu.
Ouais, et puis le fait qu'il ait été produit par Park Chan-wook, qui est une production qui est mine de rien assez modeste, il est quand même en total contrôle de ses moyens. Et Non, mais quand on voit ce qu'il a réussi à faire avec, combien tu disais, 40 millions, ça fait peur quand on voit ce que certains font avec le triple, quadruple ou pire. Alors, faut quand même le dire, c'est un film très noir, c'est pas le blockbuster fun, etc. que la promotion peut peut-être vous donner. Mais je sais pas, ça sera interdit au moins de 12, je pense. Ouais. Et mais c'est pas un film pour enfants, c'est pas un divertissement, c'est pas un blockbuster comme on a l'habitude d'en voir. C'est quand même un film noir, vraiment assez dépressif. C'est un film radical et qui a vraiment le mérite d'assumer tout ce qu'il entreprend. Et ça fait plaisir. Donc tu vois. En plus, il y a des ninjas. Et en plus, il y a des ninjas. Que demande le peuple en plus. Chris Evans, un train des ninjas, c'est pas voilà. C'est la fin de cette émission du mois d'octobre dans laquelle on a tout d'abord parlé de The Outfit. Et on a aussi parlé en deuxième film de Malavita, le dernier Luc Besson qui est pas bien. Moi j'aime bien le bouquin, mais enfin ouais, c'est un téléfilm quoi. Ouais. Voilà, si ça passe un dimanche soir sur TF1, à la limite, hein, et encore c'est faut être bourré. Mais c'est un film du dimanche soir de TF1, c'est rien d'autre en fait. C'est ça, c'est vrai, voilà. Donc ça vous donne une idée du truc, donc évidemment vous n'avez pas payé pour aller voir ça au cinéma. Sinon Snowpiercer. Snowpiercer, le film du mois quand même, pour moi. Super film d'anti-passage. C'est dur à dire, post-apocalyptique. Ouais. Voilà, du coréen Bong Joon-ho, à la tête d'une BD française, Corico. Une BD qui est ressortie chez Casterman, donc en réalité il y a 3 tomes, les 3 tomes sont dedans. Le film est inspiré du premier tome, mais vous pouvez quand même lire les 2 autres parce que c'est vachement bien. Voilà, et sinon donc, tu nous as dit que c'était le film du mois, on signale aussi quand même la sortie d'un petit truc qui s'appelle Gravity. On l'a évoqué rapidement, voilà, on aurait pu en parler dans cette émission. On ne l'a pas fait, mais allez-y parce que c'est quand même vachement bien. Et donc avec Snowpiercer, ça fait 2 excellents films, on me survit 2 excellents films pour ce mois d'octobre. C'est rare. Et c'est exceptionnel. C'est rare. C'est très rare et c'est très très bon. Emmanuel, merci d'être venu dans cette émission. Enfin, au plaisir. Enfin. Ouais, écoute, tu seras bien, tu es toujours bienvenu. D'ici là, portez-vous bien, allez voir Snowpiercer et Gravity. Nous, on se retrouve le mois prochain. On se fait la bise ? Allez, on se fait la bise. Ciao. Ouais. On va essayer comme ça. En fait, moi, je suis grand. Comme ça, regarde. Ah, ouais. Ah, super. Moi, je suis grand, donc j'ai aucun problème, mais généralement... Moi, je suis petit. Non, ça va, tu es de taille normale. Tu es dans la moyenne. Alors, vas-y, je t'écoute. Les gens qui ont des problèmes, voilà. Quand est-ce qu'ils adaptent Peter et Schwittens ? C'est bien, les cités de verre ? Bah écoute, je ne sais pas. Tu connais ? C'est vraiment bien. C'est des Belges. C'est bien la Belgique. C'est bien la Belgique. Alexandre et Belgique. C'est une émission produite par... C'est une émission produite par la Belgique. C'est une émission produite par la Belgique. 100% frais, 100% bière. T'as vu, t'as le droit de faire tout. Je peux t'embrasser ? Je fais ce que tu veux. Voilà. C'est vrai ? Tu peux même faire des dédicaces à Mehdi, à Mathieu. Non, moi je fais pas de dédicace moi. Tu fais pas de dédicace ? Non, moi je suis... Champion ! J'aime pas les gens. Tu peux pas faire de dédicace ? Pas une quelqu'un particulier ? Non. Twitter ? Non. Non, on n'a pas parlé de Tilda Swinton, mais c'est pas grave. Ça te met un rapport à ta Tilda Swinton. Oh oui!